Merci de nous suivre ce soir en direct sur les réseaux pour cette rencontre que nous organisons la Fondation Abdelrahim Bouhabid et la Fondation Heinrich Böll autour de la question du conflit d'intérêts. Je vais donner la parole à M. Bouk Baumann pour un petit mot de bienvenue et la reprendre ensuite pour introduire nos invités et puis le débat que nous avons à avoir ce soir. Et merci à vous. Je voudrais commencer par dire d'abord une chose, c'est que le moins que l'on puisse dire, c'est que nous tenons cette rencontre, nous ne tenons pas cette rencontre dans des conditions idéales. Les intempéries d'abord qu'on connaît au Maroc et la crise sanitaire ne facilitent pas les choses et nous obligent un peu à pratiquer ce distanciel qui préfigure, comme on l'entend ou on le lit ici et là, une espèce de virtualisation du monde qui me fait en tout cas moi peur un peu sur le plan social. Et j'apprends aussi que sur le plan économique, certains économistes prétendent que l'abandon ou l'interdiction du face-à-face pendant la phase de confinement a eu pour effet une réduction du tiers de la richesse du PIB. Donc, vive le face-à-face, vivement le retour du face-à-face, y compris et surtout pour des rencontres de ce type. Donc, merci au public qui nous suit aujourd'hui et merci évidemment aux participants qui ont bien voulu apporter une contribution à cette rencontre. En présentiel, d'abord Nizar Baraka que vous connaissez sans doute, qui est secrétaire général du Parti de l'Istiqlal, qui est aussi ancien ministre des Finances, qui aujourd'hui va essayer d'évoquer avec nous la proposition que son parti a fait sur le conflit d'intérêts, que son parti a déposé sur le conflit d'intérêts au Parlement. Ensuite, Khalid Yacoubi, deuxième intervenant marocain, avec nous ce soir, qui est le rapporteur général de l'instance, je ne me souviens jamais, l'instance nationale pour la probité et la lutte contre la corruption, excusez-moi, qui remplace le président Béchir Rachdi, qui est souffrant, convalescence, auquel on souhaite tous un prompt rétablissement. Du côté de nos amis étrangers, j'aimerais bien qu'on les montre. Bonsoir, Antoine Vaucher, est-ce que vous nous entendez? Oui, très bien. Antoine Vaucher, sociologue, directeur de recherche au CNRS. Bonsoir, vous nous entendez? Oui, je vous entends très bien, vous m'entendez? Là, il y a le son, il faut mettre le son, juste pour dire bonsoir. On reviendra après. Je viens de mettre le son. C'est bien, si vous m'entendez, c'est parfait. Parfait. Elsa Foucrault, de Transparency France. Bonsoir. Il va aussi intervenir tout à l'heure pour nous donner un éclairage sur la manière dont elle appréhende cette question et les leçons qu'elle en tire. Et Mohamed Haddad, notre ami tunisien, qui va nous dire un peu comment en Tunisie on aborde ce sujet. Est-ce qu'il fait partie du débat public? Est-ce qu'il y a une réglementation? Bref, l'état des lieux, rapidement, un aperçu sur l'état des lieux de la question en Tunisie. Alors, peut-être pour introduire, dire deux mots pour introduire avant de donner la parole aux intervenants. Je crois que pour faire simple, on peut commencer par dire que les conflits d'intérêts sont en général définis comme des situations de doute, dans lesquelles une personne chargée de défendre un intérêt peut être soupçonnée d'abuser de sa position afin de défendre un autre intérêt. On voit que cette définition plutôt extensive renvoie à un éventail très large de situations potentielles dans lesquelles toute personne, en définitive, qui exercerait une activité pourrait finalement se retrouver en situation de conflit d'intérêts. C'est pourquoi ces situations potentielles de conflit d'intérêts ne sont pas répréhensibles en soi pour peu qu'il y ait transparence des intérêts dont on tirait dans un second temps toutes les conséquences. Sur ce point d'ailleurs, je suis moi assez frappé, en entendant Bouk tout à l'heure, je suis aussi assez frappé de voir comment les anglo-saxons, de manière générale, qui sont à l'origine, il ne faut pas l'oublier, de cette notion de conflit d'intérêts, comment les anglo-saxons en viennent à déclarer leurs intérêts avant de dérouler un argumentaire qui défend un parti pris donné. Autrement dit, c'est dans la clarté et la lisibilité des intérêts qu'ils affichent et assument la défense d'un parti pris.
on le voit, il commence d'abord par énoncer les conflits potentiels d'intérêt avant de prendre la parole. Et je pense que c'est essentiel de ce point de vue. C'est donc dire que les conflits d'intérêts ne se réduisent pas a priori à des infractions qui seraient pénalement répréhensibles, comme c'est le cas par exemple du favoritisme, du trafic d'influence ou encore de la prise illégale d'intérêt. Dans le cas qui nous intéresse, qui est celui de l'intérêt public, l'important, me semble-t-il, mais on le verra sans doute dans le débat, pour nous au Maroc, c'est d'abord une édiction actualisée d'un régime d'incompatibilité. Un régime qui poserait des règles, des limites, voire des interdictions en matière de cumul d'activités. Il est là l'enjeu central. Et de ce point de vue, deux situations de télescopage potentiel entre intérêt privé et intérêt public, et au sein des intérêts publics, peuvent être distinguées. D'abord, la situation classique, typiquement classique, d'un responsable public dont les intérêts qu'il possède à titre privé pourraient influer sur la manière dont il s'acquitte de ses fonctions publiques. C'est un premier cas assez classique. Le deuxième cas, me semble-t-il, c'est la situation dans laquelle les acteurs publics, et pas simplement les fonctionnaires, qui exercent des activités ou détiennent des intérêts qui entrent manifestement en conflit avec leur mission officielle de service exclusif de l'intérêt général. Et là aussi, c'est un autre sujet qui ne recoupe pas forcément le premier classique. Au-delà de ces aspects sur lesquels nous aurons tout le loisir de revenir, le débat au Maroc recouvre de manière plus générale deux grands enjeux qui s'articulent et s'emboîtent l'un à l'autre. Un enjeu social et politique d'abord, qui est pressant, qui répond et participe d'abord d'une exigence de moralisation, de l'exigence sans cesse ressassée de moralisation de la vie publique, et qui, sous peine de n'être qu'incantatoire, a besoin, pour corollaire immédiat, une restauration d'une certaine éthique individuelle dans le service de l'intérêt général. Nous en mesurons tous l'importance cruciale dans la conjoncture actuelle. Inutile d'y revenir, même si sans doute Nizar peut-être dira deux mots tout à l'heure dessus. C'est toute la question de la confiance, en effet, dans la bonne marche des institutions que nous nous sommes donnés qui est ici en jeu. Deuxième enjeu qui double ce premier enjeu général, un deuxième enjeu de régulation, pourrait-on dire, plus opératoire, qui lui donne consistance à l'enjeu politique et social, et qui touche à la redéfinition, de manière plus précise, des périmètres à la fois institutionnels et professionnels que nous devons opérer dans un contexte, il faut bien le dire, d'interprétation croissante entre les intérêts publics et privés, voire de collusion parfois entre ces deux niveaux. Et justement, la question, c'est d'éviter la collusion tout en rendant possible l'interpénétration qui semble être dans l'air du temps, mais on verra tout à l'heure avec Antoine Vaucher ce qu'il en pense. La rencontre d'aujourd'hui est donc l'occasion pour nous d'explorer un peu ces dimensions, et je propose que nous commencions par prendre connaissance de quelques enseignements que nous pouvons tirer des expériences étrangères avant d'aborder la situation au Maroc à proprement parler. Et je propose donc de donner la parole à Antoine Vaucher pour ouvrir le bal. Antoine Vaucher est sociologue, il est directeur de recherche au CNRS, il est l'auteur d'un livre extrêmement intéressant que je vous invite, pour toutes les personnes intéressées, à lire, qui s'intitule « Sphère privée, sphère publique, enquête sur un grand bidouillage », dans lequel, à partir de cas très concrets de responsables ayant une charge publique, il déconstruit et analyse la zone grise entre sphère publique et sphère privée. Et en bon sociologue, il fait ressortir la dimension systémique, proprement systémique, du conflit d'intérêts dont il va nous parler. Donc je lui cède la parole et je lui demanderai en même temps, au-delà de cette dimension systémique, de nous donner sa lecture, ou en tout cas son appréciation plutôt, sur l'action de la haute autorité en France sur la transparence en matière de gestion des conflits d'intérêts. Je vous cède la parole, Antoine Vaucher, si vous m'entendez. Elle est à vous. Je vous entends très bien.